Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie, faite de collaborations plutôt étonnantes entre des nomades tibétains, entre des sandaliers du Pays Basque, entre un aéronaute, un personnage fictif, des moutons et des montagnes. Donc ce projet se nomme Art Cross Frontiers. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui réalise des collaborations artisanales entre l'Himalaya et le Pays Basque. Et le but de l'organisation est de prendre soin de savoir-faire en voie de disparition en les associant à des techniques artisanales davantage sollicitées. Alors pour cela, nous sommes partis à la recherche de savoir-faire en voie de disparition, donc dans le creux des montagnes de l'Himalaya, à bord d'une montgolfière imaginaire. D'ailleurs, lorsque nous rencontrons les populations pour la première fois, nous brisons la glace en mimant le passage d'un ballon au-dessus du village. Donc ça nous permet d'échanger des éclats de rire et surtout d'introduire le projet. Donc ce fut le cas sur le chemin de la cité fortifiée de l'Omantang au Mustang, où avec des soldats du village de Soumour dans la vallée de la Noubra, et le chien, des jeunes moines dans le village de Diskit, au Ladakh également, ou encore avec des enfants à Turtuk, à la frontière du Pakistan. Et certains artistes, certains artisans se prêtent au jeu et modulent leur savoir-faire pour intégrer la montgolfière dans leur création. Donc ce fut le cas de Tinley, dernier peintre Tanka du village de Tabo, dans la vallée de Spiti, ou encore d'Abdul, sculpteur sur pierre à Turtuk, Jugal, dernier représentant de la tradition potière d'Andretta, ou encore Vicky, peintre à Forsythpur. Alors, systématiquement dans leur création, donc dans la nacelle, il y a un petit personnage, alors on voit pas très bien, et ce petit personnage s'appelle Lumi. Alors, qui est Lumi? Lumi est un personnage fictif venu d'une autre planète, où sur cette planète, la valeur de l'individu se mesure à sa capacité à tisser des liens entre les êtres. Factuellement parlant, il s'agit d'un cadre à tisser coproduit par la société Myrix aux États-Unis, en aluminium, en cuivre, personnalisé pour satisfaire les besoins du projet. Donc, il y a des petits pieds, des petites mains, une robe jaune, une tête qui est une caméra GoPro personnalisée, donc reliée à une batterie rechargeable à l'énergie solaire, donc le cœur de Lumi. Alors, comment ça fonctionne? Comment il fonctionne? Lorsque j'arrive dans un village A, je rencontre une tisserande qui va tisser la première moitié du corps de Lumi. Ensuite, je change de village, de région ou de pays. Je rencontre une autre tisserande qui va réaliser la seconde moitié du corps de Lumi. Alors, quelques exemples. Donc, ici avec Tsewang Astok au Ladakh, complété donc dans une certaine continuité graphique et technique par Dolkar sur le plateau de Changtang, à peu près à 5000 mètres d'altitude. Ou encore un autre exemple sur les mêmes territoires. Et donc Lumi facilite les rencontres, il réactive des savoir-faire, il informe sur les différentes techniques de tissage, il me permet de collecter les symboles des communautés rencontrées, et surtout, pendant les 2, 3 ou 4 jours que je passe avec la tisserande, cela me permet d'avoir des informations sur les savoir-faire situés dans les environs. En plus, donc Lumi est doté d'un œil bionique et il prend une photo toutes les minutes, ce qui me permet d'avoir des informations ethnographiques complémentaires pour la conduite du projet. Donc voilà quelques exemples de photos donc prises chaque minute. Hop. Donc Lumi, personnage fictif, alors pas que fictif, puisqu'il a fait l'objet d'une interview dans un magazine d'aventure indien. Et cela nous a donné l'occasion de faire un documentaire sur le festival de Tiji
au Mustang pour ce même magazine. Alors, tout ce travail préliminaire nous a permis de mettre en place des collaborations dans les espadrilles de l'Himalaya que j'ai au pied ce matin. Et donc, du prélèvement de la laine auprès des dernières tribus pastoralistes tibétaines, au conditionnement final dans une housse en toile de montgolfière usagée. Donc, la montgolfière n'est pas que fictive non plus, puisque nous avons une montgolfière. De la teinture, donc à base de noix et de rhubarbe, au tissage, réalisé donc dans un des villages les plus haut perchés de la planète, que vous avez vu sur la première image, donc à des moules, à 4350 mètres d'altitude. Donc de la culture pakistanaise, de la jute à l'assemblage cousu-main à Bayonne. Donc cette simple espadrille est le résultat de coopérations complexes entre des agents humains, donc le nomade, la tisserande, l'aéronaute, et des agents non humains, donc le mouton, la montagne, le métier à tisser, ou encore le noyer. Et donc, les bénéfices issus des ventes de ces espadrilles permettent de cofinancer un espace culturel donc dans la vallée de Spiti. Pour cela, nous nous appuyons sur le seul groupe culturel local qui fait un travail formidable, qui est le Spiti Rickshaw Culture Society. Et donc, nous sommes en train de travailler sur cette étape-là en partenariat avec l'école d'architecture de Paris Val-de-Seine et un laboratoire d'urbanisme. Voilà, donc ça c'est en cours. Et alors, moi personnellement, j'ai de quoi m'occuper toute une vie sur ce petit territoire qui fait à peu près, c'est un triangle d'à peu près chaque côté une dizaine de kilomètres. Mais je voulais donner l'opportunité à des étudiants, à des chercheurs ou des artistes ou jeunes entrepreneurs de mener une mission Art Across Frontiers sur d'autres zones géographiques. Et ce fut le cas de Jeanne Cornillo au mois de juin, qui a démarré une collaboration entre la Colombie et le Pays Basque. Et elle s'est intéressée à une technique artisanale, donc le tissage spiralé à un fil, qui est un savoir-faire porté par les communautés Wayuu colombiennes à la frontière du Venezuela. Et elle n'a pas voyagé seule, donc elle aussi, alors elle n'est pas partie avec Lumi, mais avec Lumi Junior, donc une version simplifié de Lumi. Donc même principe, donc une photo toutes les minutes. Et cela lui a permis de créer une marque de sac solidaire qui est Mazonia, où du coup elle fait travailler une trentaine de dames, donc d'une communauté amérindienne colombienne, donc les Wayuu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ces sacs-là, donc en laine également. Donc une communauté en voie d'extinction à cause donc de problématiques des extrêmes climatiques et l'exploitation des minerais sur leur territoire. Et parallèlement, donc elle travaille sur 3 axes, l'aide alimentaire, l'eau potable et l'éducation. Alors, sans transition, mais dans une certaine continuité, je vais vous dire quelques mots sur le projet de recherche en anthropologie cognitive et en innovation durable que je mène, où je m'intéresse à un objet dont l'écart ontologique entre ce qu'il paraît et ce qu'il est particulièrement important. Donc, ce qui fait qu'il s'agit d'un objet qui est archétypal de notre culture matérielle, de la culture matérielle occidentale, et c'est le carré Hermès. Donc, l'élevage du ver à soie au Brésil, l'impression au cadre plat dans le sud de Lyon, le dessin d'un postier texan, le roulotage en Isère, l'eau de la mouche ou encore l'atmosphère de pierre bénite. Donc c'est un objet, comme la plupart de nos objets quotidiens, qui est made in the biosphere. Donc la biosphère étant l'ensemble des écosystèmes. Donc dans un premier temps, je topographie et modélise les différentes dimensions de l'objet et surtout le processus de création et de production. Ensuite, je modélise, je transforme cette topographie
en modélisation, donc le paysage qu'il y a derrière nos objets, qui est habité par des agents humains et des agents non humains qui ont coproduit ensemble les objets. Et donc là, pour le sujet de recherche, le carré Hermès. Ensuite, j'étudie les différentes modalités cognitives en fonction du degré bricologique des pratiques. Plus on bricole, plus notre cognition est étendue et prédictive. Et donc j'ai choisi une image qui est qui fait un clin d'œil sur les travaux d'Hilton Djapiassou sur la cognition étendue de l'araignée, où l'araignée pense et fait avec sa tête, son cerveau, qui parfois même déborde dans les pattes, son corps et la toile. Tout comme l'artisan fait avec sa tête, son corps et le monde. Et donc, j'essaie de créer cette passerelle entre la biosphère et l'espace-temps cognitif, ou pour le dire autrement, entre la biosphère et l'esprit. Donc d'où le design de l'être, donc qui est une vision de l'innovation durable, qui s'appuie sur les pratiques bricologiques pour étendre la cognition de l'être humain, qui est plutôt en train de se recroqueviller, tout en réduisant le périmètre de production des objets. Et ce périmètre, donc ce paysage, a pour but d'être entièrement accessible. Et pour cela, donc, je m'appuie sur un outil cartographie qui est également inspiré de certaines cosmologies prémodernes, et je pense en particulier au Jukurpa, au temps du rêve des aborigènes d'Australie, où pour eux, les montagnes, les roches, les sources, les ruisseaux ne sont pas des aspects du paysage, beaux ou dignes d'intérêt, mais plutôt un arbre généalogique vivant, un labyrinthe invisible fait de pistes qui parcourt tout le continent australien, où chaque trace, chaque point, chaque ligne est la trace laissée par un ancêtre. Donc l'équivalent de leur ancêtre, nous, c'est que nous nommerions naturalistes les forces de la nature. Et je voulais finir par cette présentation par l'extrait d'un livre qui m'accompagne depuis plusieurs années sur mes différentes étapes personnelles et professionnelles, et dont je commence à comprendre tout juste l'épaisseur de ce qui est dit ici. Donc je vous en lis un extrait. Observons les phases de l'histoire, les époques les plus fructueuses, les plus géniales et les plus vivantes ont toujours vu un artisanat florissant. On ne rénovera pas la conscience des peuples que par l'artisanat et non par des doctrines. Je vous remercie.